Pour moi, la plus grande des libertés, c'est d'être capable, quand il m'arrive quelque chose, de choisir la façon dont je réagis. Ça se ressent à l'intérieur de la liberté. C'est pas basé sur des facteurs exogènes. Et donc, si je ne me sens pas libre, j'aurais beau avoir toute la liberté du monde, je ne me sentirais pas libre. Hello Fabien et bienvenue sur le podcast Spartacus. Salut Yoni, merci de m'avoir invité, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté. Alors, je vais tout de suite te faire une petite introduction pour les personnes qui te connaîtraient pas. Et je vais lancer cette introduction par le premier souvenir que j'ai de notre rencontre. Alors tout de suite pour vous dire, Fabien est coach, de manière générale, coach mindset, coach business, au sens un peu large. Je te laisserai corriger si tu le souhaites. À l'époque où je te rencontrais, tu coachais en tout cas dans un programme d'accompagnement qui s'appelait le Mastermind 67, auquel j'avais adhéré. C'était en 2020. Et je me rappelle qu'on a fait une première visio ensemble et tu as commencé à me poser des questions sur les objectifs, les trucs, et tu as commencé à aller vachement dans le détail de « Ok, bon, toi tu veux ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Et trucs. Et ça veut dire que tu veux gagner combien par mois ? Et en fait, ça m'a vite agacé. Et je me suis dit « C'est qui casse-couille ? Ça va pas le faire. » Il me fait chier, quoi. Et en fait, ça a été cette première impression. Et puis... tu vois, du mec qui va pas te lâcher. Ouais. Et c'est ce qui m'a un peu agacé et fait violence au départ, mais en fait, justement, tout au long du programme après, on a appris à communiquer ensemble, et j'ai vu qu'en fait, tout ça, c'était vraiment, ça faisait partie d'une méthode qui était éprouvée et efficace. Donc après, c'est toute une introduction du gars qui est chiant. Relou, quoi. Ouais, le gars relou. Donc Fabien, est-ce que tu es d'accord avec la description de dire qu'en tant que dans ta profession, t'es coach business et mindset? Et relou. Ouais, ça me correspond bien. J'ai pas plus tard que avant-hier une cliente qui me dit tu m'as encore posé les questions qui piquent, merci. Okay. Ça fait partie du taf. Donc je suis coach professionnel, j'accompagne des dirigeants du web. 100% de mes clients sont des personnes qui ont des business en ligne, que ce soit de l'e-commerce ou des centres de formation. Et je m'assois à côté d'eux, je les aide à avancer dans leur développement professionnel, c'est-à-dire développement de la boîte au niveau stratégie, au niveau business, d'une manière générale, et aussi, voire surtout personnel, parce que mon credo, c'est de dire que l'entreprise est à la fois propulsée et limitée par le développement de son leader. Je suis ravi de cette anecdote. T'es pas évidemment le premier à me faire ce retour. Je suis très curieux et pinailleur quand il s'agit d'aller comprendre mes clients. Ce qu'il faut y voir, c'est une marque d'intérêt. Je fais pas ça avec des gens avec qui ça accroche pas. Et c'est vrai qu'avec toi, ça va accrocher tout de suite. Et donc, j'étais venu te challenger sur ces questions. Et finalement, ça a créé une relation qui a bien fonctionné entre nous. Donc, ouais, c'est un bon souvenir. Et je travaille aussi toujours au sein du Mastermind 67 de Squared. Ça fait partie de mes activités. Et ce soir, je vais rejoindre le Mastermind 78 pour ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, ce sont des groupes d'accélération d'entrepreneurs, notamment dans le milieu du web, et qui sont là pour les aider à faire croître leur entreprise et aussi croître en tant que personne. C'est ça. Je veux juste quand même préciser que même si vous n'avez pas de business en ligne, ou même si vous n'avez pas de business du tout, vous allez apprendre plein de choses dans ce podcast. Ok, donc c'est pas un podcast business. On va parler vraiment d'autres choses. On parlera peut-être un peu d'entreprise, mais ce sera pas le sujet exclusif. Et quel que soit votre milieu socio-professionnel, vous allez, je vous garantis, en tirer beaucoup de valeur. Donc restez avec nous. Fabien, tu sais, je demande souvent aux invités en amont. Pour les invités qui ont lu le briefing du podcast, je leur demande qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter aujourd'hui. Et comme tu as à peu près 30 secondes pour y réfléchir, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas pouvoir apporter aujourd'hui aux personnes qui vont écouter cet épisode ? Ouais, ça m'est venu en t'écoutant dans ton propos précédent. Je pense que ce que moi je vais chercher dans une interview, et c'est ce que je vais essayer d'amener là, c'est le plus d'authenticité possible, c'est-à-dire de donner à voir de la façon la plus transparente possible que je suis vraiment. Et je pense que c'est quelque chose qui fait toujours du bien avec les leaders que j'accompagne. C'est un vrai travail qu'on pousse, d'apprendre à se montrer vraiment tel qu'on est. Parce que quand on a un discours de vérité, quand on dit sa vérité, en fait, on fait du bien
aux gens qui l'entendent, et pas tant nécessairement dans le contenu, mais déjà dans le contenant, c'est-à-dire dans la façon de faire. Quand je suis dans une forme de vérité, je dis ma vérité sans filtre, sans détour. Je suis sur une fréquence d'énergie qui fait du bien à ceux qui l'entendent, tu vois. Et donc de moi m'autoriser à te parler honnêtement et franchement aujourd'hui, ça va faire du bien à tes auditeurs qui vont tu vois se sentir connectés à ce niveau-là d'énergie, si je peux m'exprimer ainsi, et se dire ah ouais, en fait ça fait du bien d'être authentique et sincère. Parce que la vulnérabilité est une force, et c'est étonnamment un sujet dont on parle énormément dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde du leadership. Ok. Super. J'ai hâte d'entendre comment ça va se transformer, comment ça va se concrétiser, pardon. Tu sais, la thématique de ce podcast, c'est la liberté. Je l'ai appelé Spartacus, tu vois, pour symboliser la révolte des esclaves. Et j'aime bien faire intervenir des personnes qui vont donner des outils et des armes pour conquérir et défendre sa liberté. Mais avant de passer à ça, j'aimerais qu'on explore un peu ta vision de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la liberté? Comment ça se traduit peut-être dans tes choix perso ou pro? Ah ouais. On commence fort. Ouais, c'est pas une petite question. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est presque une question qui donne le vertige tellement il y a de réponses possibles et de niveaux de réponses possibles. C'est presque une fractale, quoi. Chaque fois que tu ouvres une porte, il y en a d'autres. Et bien en premier, tu vois, je pense que c'est avant tout le côté pratique et le côté physique. Tu vois, de dire je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement, ou je suis pas en prison donc je suis libre. Avant même d'aller là, pour moi la liberté ça consiste en comment dire, une capacité, une faculté à regarder la vie d'une manière choisie. Viktor Frankl, que tu connais, c'est une de ses grandes phrases, et il dit la seule liberté qu'on ne pourra jamais enlever à l'homme, c'est celle de choisir la réponse qu'il donne à un stimuli. C'est-à-dire que Viktor Frankl a connu les plus grandes souffrances possibles sur Terre, et malgré ça, il a réussi, si tu veux, c'est avec ça qu'il est revenu, ce bagage de dire, en fait, c'est moi qui choisis comment je réagis à ce stimuli externe. Et je pense que la plus grande des libertés, c'est effectivement, je partage ce propos, pour moi, la plus grande des libertés, c'est d'être capable, quand il m'arrive quelque chose, de choisir, et non pas de subir, la façon dont je réagis à ce qui m'arrive. Ok. En quoi, qu'est-ce qui te fait dire que ça, justement, c'est une belle expression de liberté? Parce qu'à partir de là, tu peux plus la perdre, ta liberté. Ok. On parle, pour remettre du contexte pour les personnes qui auraient peut-être pas la référence, Viktor Frankl était psychiatre et il a été interné en camp de concentration nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ensuite a voué sa vie à l'écriture à la compréhension du psyché humain, et qui a écrit beaucoup de livres, et notamment donc ce propos autour de la liberté. Mais bon, tu vois, j'ai une amie, son fils a 11 ans, il s'appelle Clément, et l'autre jour Clément lui dit moi j'espère qu'une chose, c'est à 18 ans partir faire le tour du monde. Et sa mère lui dit ouais, ok, super, et pourquoi, qu'est-ce qui t'excite dans cette idée? C'est la liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et elle le regarde un peu interloquée, elle lui dit mais ok, je comprends, mais en même temps je comprends pas, parce que est-ce que ça sous-entend que tu manques de liberté là aujourd'hui à 11 ans, alors que c'est une mère célibataire et elle est plutôt relax, tu vois, par rapport à tous ses copains, il fait plus de choses que ses potes, et il a beaucoup de liberté déjà, objectivement. Et en fait, il répond ouais maman, mais le truc c'est que j'ai l'impression que quand on est enfant, on peut jamais prendre nos décisions. Et en fait, c'est pas tant dans les faits, c'est pas dans la quantité de choses qu'il fait qu'il va chercher cette notion de liberté. Il pourrait factuellement, si on regardait la checklist de tout ce qu'il fait, se dire ouais, je suis vachement plus libre que mes potes. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose à l'intérieur, ça se ressent à l'intérieur, la liberté. C'est pas basé sur des facteurs exogènes, c'est basé sur des facteurs à l'intérieur. Et donc, si je ne me sens pas libre, j'aurais beau avoir toute la liberté du monde, je ne me sentirais pas libre, tu vois. Alors que l'inverse est vrai, en revanche.
Et Viktor Frankl l'explique très bien en disant, même enfermé, même en prison, je peux ressentir cette liberté parce que je peux décider du point de regard que je pose sur ce qui m'arrive. Ok, bah quelle entrée en matière. Bon courage pour la suite de tes questions, Yannick. Ça démarre très fort. Qu'est-ce que donc si ça c'est ok, c'est ta façon de voir justement le concept de liberté. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres parce que tu l'as dit effectivement, c'est très vaste et il y a énormément de ramifications. Qu'est-ce que tu peux identifier ou dans ta vie ou dans le cadre de ton travail comme les obstacles majeurs aujourd'hui qui se dressent devant la liberté des personnes? Qu'est-ce qui entrave la liberté des gens? D'avoir l'impression que leur liberté est contenue dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, je serai heureux quand je gagnerai 10 000 euros par mois. Ou je serai libre quand je gagnerai 10 000 euros par mois. Ou je serai libre quand je serai plus employé par un patron. Donc je serai à mon compte. Ou je serai libre quand... En fait, à chaque fois que je démarre une phrase par je serai donc heureux ou libre quand ou si, ça veut dire que je remets donc cette notion-là de liberté ou de bonheur dans les mains de quelque chose que je ne maîtrise pas et qui, a fortiori, est dans le futur, donc n'existe pas dans le présent. Et à partir du moment où je fais ça, je me prive tout seul de cette liberté, de ce bonheur. Ok. Et je vais justement rebondir là-dessus avec un petit exemple perso. Où justement quand on s'est rencontrés, tu m'as dit combien tu veux gagner, enfin tu vois, c'est quoi tes objectifs? J'avais des objectifs qui étaient très numériques. Je t'ai dit voilà, je voudrais avoir tant en récurrent, etc. Enfin tu vois, c'est ça mon objectif et blablabla. Pour tes 40 ans, tu m'avais dit. Ouais, pour mes 40 ans, exact, la bonne mémoire. Et j'ai atteint cet objectif avant ça, et ça a causé un grand vide. Parce que en fait, donc j'ai atteint l'objectif et je me suis dit, ah merde, en fait j'ai été content quand j'ai vu un chiffre, tu vois, sur mon compte en banque. J'ai été content pendant un jour ou deux, et en fait après c'est retombé comme un soufflet, mais c'est retombé comme un soufflet encore plus bas, parce qu'en fait je me suis dit putain, en fait je suis pas plus heureux, et mes peurs, enfin en tout cas que moi je vois les peurs comme de vraies entraves à la liberté pour le coup. Elles sont toujours là. Alors que tu sais, on peut être beaucoup à se dire, quand j'aurai tant de revenus récurrents par mois, ou quand j'aurai telle somme sur mon compte, quand j'aurai atteint, je sais pas, il y en a qui disent quand j'aurai atteint 10 millions, 100 millions d'euros, je serai libre et je serai enfin sécurisé. En fait, chaque fois que tu atteins ce palier, tu dis, putain. Mais tellement. En fait, toujours pas, quoi. Et les peurs que tu te traînes comme des boulets, elles t'accompagnent partout. Absolument. Et il y a beaucoup de clients avec qui je travaille, le point de départ pour eux de se dire tiens, je vais me faire coacher, c'est ça. C'est-à-dire l'entrepreneur qui s'est lancé, par exemple dans un organisme de formation, tu sais, il y a le symbole du million de chiffre d'affaires. Ouais. Donc le ou la experte se lance, et puis quand elle atteint un million de chiffre d'affaires, c'est le Graal pour elle. Pour cette personne, elle va être heureuse là. Et puis en fait, elle est à 1,2 million, il se passe toujours rien, et elle est toujours et dans ce que tu dis, c'est-à-dire cette sensation de manque de quelque chose. Ouais. C'est là où c'est intéressant d'aller décortiquer, d'aller lever les couches de l'oignon, et puis de comprendre en fait quelles sont les valeurs. Parce qu'au fond, quand on va creuser, ce qui nous drive au quotidien, ce qui nous fait avancer, ce sont nos valeurs, nos croyances identitaires. Et est-ce que je peux de 2 secondes t'interrompre pour que tu précises ce que tu entends par là? Croyance identitaire, parce que valeur, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Croyance identitaire, je pense que c'est un peu plus subtil. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Je suis un gentil. Les gens m'aiment parce que je suis un gentil. J'arrondis les angles, je m'énerve jamais. Quand les gens me demandent des choses, je dis toujours oui. C'est une croyance identitaire. Ça veut dire que si demain j'arrête d'être comme ça, si demain je suis méchant dans mon référentiel, je dis non au lieu de dire oui, et je claque la porte au nez des gens, etc. Dans ma tête, il y a un truc qui dit je vais mourir. Parce que, en fait, le schéma derrière, c'est si je suis gentil, etc., alors j'obtiens l'amour, la reconnaissance des personnes autour de moi,
et donc j'ai le droit d'exister, j'ai de la valeur. Si je fais pas ça, ben donc je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas de valeur. Voilà, tu vois, la conversion identitaire, elle est aussi directe et aussi bête presque que ça. Vraiment noir-blanc. Ok. Et c'est pas un problème en soi d'être gentil ou d'être méchant, c'est juste de pas être enfermé là-dedans. Si je suis enfermé et que c'est une croyance identitaire non consciente qui m'enferme, eh bien on vient mettre de la lumière dessus pour comprendre, tu vois, pour que je puisse te dire, hey Yoni, est-ce que tu vois ce schéma-là dans tes petits moteurs internes, tu as cette règle-là qui dit si ça, alors ça. Est-ce que tu la vois? Ah ouais, non, je l'avais pas vue. Ok, je la vois. Bon, ben maintenant que tu la vois, est-ce que tu veux la garder? Est-ce qu'elle te sert ou est-ce qu'elle te dessert? Est-ce que tu veux la modifier un peu? Est-ce que tu veux lui ajouter un peu de flexibilité? Est-ce que tu vois, est-ce que tu peux modeler tout ça en fait? Tout ça, c'est des choix. Mais faut-il déjà en prendre conscience? Ok. Donc parenthèse fermée. En fait, ces petits moteurs internes, donc qui font qu'on a la vie qu'on a, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la somme de tout ça, de ce avec quoi je suis arrivé sur Terre, si on croit à la réincarnation, mon ADN, donc ce que j'ai reçu de mes parents, et puis l'éducation. Entre 0 et 7 ans, c'est là où j'apprends le cadre, la société, les règles, etc. Et puis l'expérience de toutes mes expériences de vie. Donc la somme de tout ça fait un prisme comme une pyramide en verre qui est absolument unique. C'est moi. Et voilà. Et donc, je suis absolument unique. Julien Musi, que tu connais aussi, je crois. Oui. Ouais. Je sais pas si vous avez été en même temps dans Mastermind, mais non. Julien Musi il explique ça très bien. J'aime beaucoup la façon dont il explique ce concept de valeur. En fait, les valeurs sont souvent créées sur un vide. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai ressenti un vide. Par exemple, dans mon cas, c'était l'ennui. Quand j'étais enfant, préadolescent, je me suis ennuyé. J'étais enfant unique, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, on faisait pas grand-chose, on partait pas en vacances ni en week-end, etc. Je m'ennuyais, quoi. Voilà. Okay. Et en fait, ce vide-là, eh ben, pour le remplir, tu vois, le remplir, j'ai développé la valeur croissance, que pour moi quelque chose de très très fort aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur de avoir des projets, avancer, avoir une vie débordante, déborder même, et toujours des nouvelles choses. Voilà. Et donc, tu vois, lui, il parle de ce concept de, je crois, des 3 V, ta vie, enfin, le vide crée la valeur qui crée ta vie. Voilà. Donc, tu vois, mon petit moteur interne à moi, c'est de toujours m'en mettre trop dans l'assiette pour que ça déborde, pour que j'ai l'impression que je me sens vivant. Ma croyance identitaire, c'est j'ai besoin de me sentir toujours un petit peu débordé pour me sentir vivant et que je perds pas mon temps. Voilà. J'ai très peur de perdre mon temps. Mais est-ce que c'est un mal? Pas forcément, mais là, bon, je donne mon exemple, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, j'en ai conscience. Je le vois, ce petit moteur. Donc, je m'en sers, mais consciemment. C'est plus enfermant. J'ai la liberté de le mettre en route ou pas. À un moment donné, je sens que là, je suis en train de partir de mes travers et j'en fais trop et ma vie déborde trop. Ben, je peux l'arrêter en fait, parce que je sais qu'en fait, je vais pas mourir. C'est pas grave l'ennui. Ouais. Pas dangereux. C'est limite. Je sais pas si toi t'en es arrivé à cette situation, mais je suis un peu comme toi à prendre 50 millions de projets et parfois beaucoup plus que je ne suis capable physiquement d'encaisser. Et il y a limite des moments où j'en suis à souhaiter justement des expériences de néant, tu vois, où je me dis mais ce serait chouette d'avoir une plage de temps dans laquelle il y a rien. Exactement. Bah ça, tu vois, c'est une forme de liberté beaucoup plus concrète qui me semble très importante, c'est-à-dire la capacité de créer de l'alternance dans sa vie. Si tu ne crées pas d'alternance, alors tu annihiles, tu écrètes. Si je te dis ça concrètement, tu vois, tu peux pas faire des montagnes russes et être tout le temps en haut, quoi. Donc, par exemple, si tu n'as pas de moments de malheur, tes moments de bonheur vont devenir fades. Si t'es tout le temps au maximum de ton bonheur, bah ça devient fade en fait. Et c'est les moments de malheur qui font qu'on kiffe les moments de bonheur, tu vois. Ouais. Et c'est parce que tu t'es tapé 3 mois d'hiver que t'es content que le printemps arrive. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc donc l'alternance, tu vois, c'est les contrastes, c'est quelque chose, il me semble, qui permet de jouir de la vie, jouir de nos sens plus intensément. C'est quelque chose de primordial, contrairement à ce qu'on croit parfois que quand on devient sage, le but de la vie c'est de devenir sage et que devenir sage ça sous-entend de plus avoir d'émotions et d'être tout le temps stable. Non, en fait, si t'as plus d'émotions, que t'es tout le temps stable, t'es dans le cercueil. Hein. Ouais. L'expérience de la vie, c'est de s'en prendre plein la gueule. Ouais. Mais c'est ça en fait. Et c'est que plus t'en prends dans la gueule, plus tu te sens vivant quoi.
Mais voilà, donc si on en revient à la notion de liberté, bah tiens, je peux me dire aujourd'hui dans ma vie, je continue d'alimenter chaque jour la capacité à créer de l'alternance. Et ça, c'est de la liberté. C'est-à-dire que chaque jour, tu vois, hier, j'étais en randonnée. Enfin, avant-hier, en l'occurrence. Je suis parti, j'ai fait 4 heures de route, j'ai rejoint un ami, on s'est fait un sommet, et je suis revenu. Et dans une semaine de boulot, quoi. Oui. Et ça, c'est une liberté incroyable. Ça, et d'ailleurs, on se l'est dit quand on était en rando, tu vois. On s'est dit, waouh. En fait, ça nous coûte pas grand-chose. Concrètement, d'être là, randonnée, c'est pas très cher. Par contre, la possibilité de pouvoir créer ce moment, en fait, en fin de compte, si, c'est une vraie richesse. Ça sous-entend beaucoup de choses. Et c'est de la liberté, voilà. C'est la manifestation concrète de la liberté que j'ai su créer dans ma vie. Bah, si tu dis ça coûte pas grand-chose, mais ça peut avoir un coût d'opportunité, c'est-à-dire quand tu te dis bah en fait le temps que je passe maintenant à randonner, c'est un temps que je ne passe pas à prospecter ou à prendre, tu vois, à faire des entretiens avec des clients qui vont me rémunérer. Donc il y a quand même un manque à gagner quelque part. Si on raisonne vraiment purement économiquement. Et t'as raison. Et c'est ça qu'on disait. C'est en ça qu'on disait. Si en fait, on pourrait croire que c'est pas cher, mais en fait, si c'est cher et c'est un vrai luxe qu'on s'est offert là de pouvoir prendre un jour et demi dans notre semaine, donc effectivement accepter le coût d'opportunité. Bon, lui n'est pas entrepreneur, il est salarié, donc c'est un peu différent, mais voilà. Et ouais, et tout ce que ça représente aussi, ne serait-ce que d'être capable d'être libre mentalement, c'est-à-dire de pas avoir de charge mentale, donc de profiter pleinement de la randonnée. Pour ça, ben il faut que j'ai créé une activité dans laquelle je gère bien ma charge mentale, dans laquelle j'ai une structure qui tourne et dans laquelle je peux éventuellement avoir des gens qui bossent pour moi, qui font tourner la boîte pendant que je suis pas là, etc. Et tout ça, c'est de l'argent, tout ça, c'est de l'investissement. Donc, c'est vraiment la résultante, un petit rien, mais qui est en fait une résultante d'un grand travail avec pour but de s'offrir de la liberté. Ouais. Et justement, par rapport aux personnes. Aux personnes qui, tu vois, enfin certainement que tu accompagnes les dirigeants, et même c'est quelque chose que j'ai pu constater sur moi-même. Tu sais, on est beaucoup à vouloir se créer une activité indépendante, se créer une entreprise pour dire moi je veux être libre. Sans savoir exactement, tu vois, on a cette espèce de fantasme, sans trop avoir encore analysé ce qu'on mettait derrière ce concept. Se dire, bah moi je veux être libre financièrement, je veux pas qu'on me fasse chier. Du coup, temporellement. Ouais. Et donc je crée mon entreprise et en fait on devient souvent nos propres geôliers parce que souvent, enfin. Tu vois, moi, je sais que je prends encore mon exemple parce que c'est celui que je connais pas trop mal. Il y a des périodes où c'est très dur de me dire, je m'arrête, même ne serait-ce que, tu vois, le samedi. Tu vois, le samedi, j'ai envie de remplir des trucs, je m'astreins à pas bosser le dimanche. Mais en fait, je bosse probablement beaucoup plus que, au final, que si j'étais salarié. Et surtout, je peux devenir aussi mon propre bourreau, c'est-à-dire dans le sens où il y a des moments où je sais que j'en peux plus et il y a une partie de moi qui dit bouge ton cul feignasse, enfin tu vois, c'est pas le moment de alors que c'est pas le moment de te reposer, tu vois, comme un instructeur des Marines, tu vois, qui est en train de me gueuler dessus et en croyant devenir libre, en fait, on se crée une on est le plus grand bourreau, c'est nous-mêmes, hein, c'est sûr. Alors que vu de l'extérieur, toi, Yoni, je te regarde et je me dis, bah tiens, il a la liberté financière, il a la liberté géographique. T'as voyagé pendant presque 1 an, je crois, l'année dernière. 6 mois, ouais, 6 mois. Et t'as atteint un niveau dont beaucoup d'entrepreneurs rêvent. Et malgré ça, tu continues de bosser toujours autant. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller voir quel est ce petit moteur interne qui fait que ce bourreau dont tu parles, le chef de marine, qui te tape dessus en disant vas-y continue de bosser, parce que sinon t'es pas quelqu'un de bien. Ah bah je l'ai mis au travail. Hein. J'arrive maintenant à le regarder avec un certain détachement, tu vois, et à dire c'est bon, laisse-moi tranquille, je reste couché, tu vois. Avant, je me l'autorisais pas et ça m'a coûté cher. En fait, si tu veux, il y a eu un moment où je me suis tellement abandonné, si tu veux, ou en tout cas, je me suis tellement soumis à ce bourreau interne que ça m'a mené à l'épuisement. Et maintenant, ça m'a pris un moment, tu vois, pour remonter un petit peu la pente. Et maintenant, fort de cette expérience, je sais aussi me dire, en fait, c'est bon, le monde va pas s'écrouler, les affaires vont pas péricliter si je m'arrête 3 jours, 1 semaine, je fais plus rien et que personne ne m'appelle, tu vois.
maintenant, j'ai passé le stade où Bah, j'ai bravo. passé le. Ouais. T'as posé de la conscience dessus, enfin, t'as éclairé, t'as mis de la lumière, donc c'est plus quelque chose de sombre que tu veux pas voir, et tu l'as vu, tu sais, t'as compris comment tu marchais, donc maintenant tu peux le mettre sur pause, ou tu peux t'en servir, parce que c'est un moteur, c'est un driver, ça apporte beaucoup d'énergie, en fait, donc il faut pas s'en priver, mais il faut pas en devenir, le prisonnier. Ouais, et puis surtout quand ce qui met en mouvement, c'est derrière, ce sont des peurs sous-jacentes, qui sont des Mm. peurs irrationnelles. Mm. Donc, tu vois, là, en l'occurrence, en ce qui me concernait, c'était la peur de tout perdre, la peur de, tu vois, de pas avoir assez, la peur du manque, Mm. qui me poussait toujours plus, toujours plus, toujours plus, tu vois, il n'y avait pas de fin. Mm. Et à partir du moment où j'ai identifié le fait que c'était une peur qui était motrice, bon, j'ai pas essayé de l'étouffer parce que ça peut être intéressant quand même d'en garder la force motrice, mais en tout cas, faut pas que cette force motrice se transforme en une forme destructrice. Est-ce que toi, c'est Exactement. quelque chose que tu as déjà vécu, justement, un truc comme ça, ou une espèce de croyance ou une espèce de peur qui, en fait, t'a poussé vers le précipice? Si tu es prêt à le partager, bien sûr. Euh, alors oui, j'allais partir sur des exemples de clients parce que ça, typiquement, là, les sujets dont on parle, c'est vraiment mon quotidien avec les clients. Parce que les entrepreneurs qui ont réussi et qui sont pas heureux et en burn-out, il y en a pléthore. Hein. Mais non, je peux te parler de moi, mais en fait, c'est très similaire à toi. Euh, quand j'étais salarié, donc j'ai eu une carrière pendant une dizaine d'années où j'étais responsable commercial international dans une petite multinationale française. Et donc je voyageais beaucoup et tout, c'était super. Et j'avais un peu, si tu veux, la vie rêvée dont j'avais rêvé quand j'étais étudiant en école de commerce, tu vois. Et donc j'étais en réussite, quoi. Je gagnais très bien ma vie et tout, donc c'était super. Sauf que je suis parti en burn-out. Pourquoi je suis parti en burn-out? Parce que c'était la faute de mon patron, parce que à l'époque j'étais salarié, donc c'était nécessairement la faute de mon patron, tu vois. Et donc bon, finalement j'ai changé de vie, je me suis mis à mon compte, et puis quand j'ai été à mon compte, j'ai fait un burn-out. Ok. Et là Mais plus de patron. j'étais bien embêté parce qu'il n'y a plus de patron, tu vois. Ouais. Et ça m'est même arrivé 2 fois. C'est-à-dire que 2 fois, alors c'est pas, je mets le mot burn-out, mais c'était pas les vrais burn-out dans le sens où tu tombes malade et tu as besoin de médicaments, etc. C'était pas à ce point-là, mais c'était un point où tu te retrouves à être épuisé, à rentrer chez toi le soir, à te poser dans ton canapé, à te mettre à pleurer dans les bras de ta copine et sans vraiment savoir, enfin, tu vois, sans avoir de clarté de ce qui se passe, quoi. Et ça m'est quand même arrivé 2 fois alors que j'étais seul, j'étais mon propre bourreau, je bossais seul chez moi dans mon bureau, tu vois, et en plus sur une thématique qui était ma passion, j'étais dans mon sport qui était l'escalade, donc il y avait aucune raison. Et je sais plus pourquoi je te raconte ça. C'était quoi ta question de départ? Est-ce qu'il y a des moments où justement toi t'as vécu Oui. ce truc où les peurs t'ont amené au bord de. Ouais, c'est ça. Et en fait, et donc c'est là où je dis ça se rejoint avec toi, c'est-à-dire que j'avais un petit moteur interne que j'avais pas encore vu, qui était de l'ordre tu vois, on pourrait mettre le mot perfectionnisme. C'est un mot que tout le monde connaît. Derrière, il y a beaucoup de choses, mais voilà. La première porte, c'était de me dire pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire les choses aussi parfaitement. Pourquoi est-ce que je ne me donne pas le droit de faire du 20-80 et de faire un boulot un peu moins parfait à mes yeux. Et puis j'avais très très peur de la critique, tu vois. Et comme c'était le début de la formation en ligne, et a fortiori en escalade, il y avait personne à l'époque. Enfin, il y a un mec qui s'est lancé en même temps que moi, mais c'est le hasard. Mais on était, tu vois, les 2 premiers blogueurs à parler d'escalade en ligne, quoi. Et puis on a essuyé, enfin moi, en tout cas, je sais pas lui, mais moi j'ai essuyé une salve de haters qui était incroyable. Ah ouais? Incroyable. Et ça a duré super longtemps et et je réagissais super mal à ça. Pourtant, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet polémique. Tu sais, chacun trouve la polémique où il a envie de la trouver. Et en fait, si, ça l'était entre les gens qui aimaient l'escalade. Déjà, il y a toujours eu la polémique, par exemple, entre les gens qui aiment l'escalade en nature et les gens qui aiment l'escalade en salle, tu vois. Ouais. Les salles existent, ça fait grincer les dents, les vieux briscards qui ont grimpé que en falaise, tu vois. Et donc, moi, quand d'un coup, j'arrive et je commence à donner des conseils pour progresser en escalade en ligne, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cet arnaqueur? C'est n'importe quoi. On peut pas, et en plus, on peut pas faire payer la progression en escalade alors que c'est un sport qui est gratuit et machin. Enfin,
Et puis après, de toute façon, on s'en fout, les haters, ils ont toujours un os à ronger. Hein. Toujours quelque chose. Ouais. Bah, j'ai un grand nez, j'ai les cheveux bouclés, ça suffit. Hein. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'avais une grande peur de la critique, et donc en ayant peur de la critique, ben je faisais tout pour ne pas être critiqué. En faisant tout pour ne pas être critiqué, j'essayais d'être parfait. En essayant d'être parfait, je m'épuisais. Ok. Grosso modo, tu vois. Donc voilà. Et donc bah je l'ai vu, et là pour le coup, bah, j'ai tapé le mur, tu vois, à plusieurs deux reprises, et ça m'a énormément apporté, parce qu'au final, c'est aussi ça qui m'a amené là où je suis, hein, clairement. Ouais. Et les peurs les plus, justement, parce que tu voulais parler de peut-être de tes clients, les peurs ou les trucs les plus récurrents, justement, qui vont aller entraver leur progression ou entraver leur bien-être. Parce que toi, tu as parlé de ton propre travers, entre guillemets, ce trait de caractère perfectionniste, mais ce que tu peux constater d'assez fréquent chez les gens, et comment faire pour dépasser ces sujets? Ouais, le premier truc qui me vient, c'est, et tu en as parlé brièvement, c'est le fait de ne pas définir la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, je me lance dans le business, ou je rachète une boîte, ou je m'associe, peu importe, ou je suis même déjà en business depuis plusieurs années, et en fait, je ne sais pas vraiment où je vais. La vision n'est pas bien définie, et surtout, dire ben je veux que ma boîte fasse x10 dans 5 ans, c'est pas une vision. C'est plutôt, tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui dit je serai heureux quand, on en parlait tout à l'heure, mais il faut que derrière ce quand, il y a quelque chose de défini. Alors, j'ai conscience que je me contredis un peu, parce qu'on n'est pas sur le même niveau de discussion. Tout à l'heure, je disais l'idéal, c'est de trouver le bonheur dans l'instant présent, et de pas avoir une injonction qui dit je serai heureux quand. Mais dans le monde du business, avoir une vision, c'est pas une option. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui sait pas où il va, et tu peux pas avoir une bonne stratégie si tu sais pas où tu vas. Et ne pas définir sa ligne d'arrivée, c'est le meilleur moyen de finir en burn-out. C'est-à-dire, je me lance dans un business, et je me dis, ben tiens, je veux faire 1 million. Ok, mais ça veut dire quoi faire 1 million? Déjà, on parle de quoi? On parle de chiffre d'affaires, on parle de EBITDA, on parle de quoi? Et puis dans quelles conditions tu veux faire 1 million? Tu veux faire 1 million en étant à genoux, la langue qui pend, ou tu veux faire 1 million en étant en train de jouer un golf? Et puis etc. Toutes les questions, tu disais en introduction, qui t'avaient saoulé. En fait, mettre des critères d'atteinte sur le projet, qui puisse, qu'est-ce qui doit être vrai pour que je puisse dire j'ai réussi. Voilà. Je vois trop d'entrepreneurs, quand ils arrivent en coaching, ils bossent énormément. Souvent, c'est des gens qui ont une valeur de travail très forte. Tout passe par eux dans la boîte. Ils sont un peu le point péage. Tous les employés ou les freelances qui bossent pour eux rapportent à eux et reportent à eux. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont donc le goulot d'étranglement de leur boîte. Hein. C'est eux qui ralentissent la boîte, clairement. Mais si tu leur dis ça, ben oulala, l'ego est écorché. Et surtout, ils en sont encore à essayer de trouver des stagiaires ou des apprentis pas trop chers pour préserver leur marge. Ils n'ont pas compris que embaucher quelqu'un pas cher, ça coûtait beaucoup plus cher que d'embaucher un expert. Et en fait, il y a vraiment ce cap à passer, qui est de comprendre que pour créer de l'expansion de ma boîte, j'ai besoin de m'entourer de gens meilleurs que moi. Et ça, c'est un cap à passer qui est pas facile, parce que c'est là où il y a de l'ego, c'est là où il y a des petits moteurs internes, c'est là où il peut y avoir des peurs du type attends, mais moi, si je prends des gens qui sont meilleurs que moi sur tel domaine, je sers à quoi dans la boîte, et qui je suis. Voilà. Et là, ça amène à une autre question. Donc déjà là, il peut y avoir des vertiges. Et la question suivante, c'est ok, mais qui je suis quand je ne suis pas dans mon business? Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent plus répondre à cette question. Et ça, c'est une question qui peut donner le vertige aussi, et qui est pourtant extrêmement, pour moi, primordial d'y répondre, parce que si je confonds la vision de ma boîte avec ma vision à moi, si je confonds l'entreprise morale, la personne morale avec la personne physique, je suis dans un état où si la boîte réussit, je suis content. Si la boîte réussit pas, je suis pas content. Et il y a beaucoup trop de, je sais pas comment dire, c'est trop poreux en fait. Et il faut dissocier ça. Alors pas dans les premières années, hein, mais quand la boîte commence à s'expandre, c'est-à-dire quand j'ai une équipe qui porte et que j'ai libéré la créativité de mon équipe, là, je dois me dissocier de la personne morale. Je dois me mettre au service de la personne morale, donc donner à la personne morale le leader dont elle a besoin pour aller vers sa vision. Mais moi, je reste un homme ou une femme qui peut vivre sans cette personne morale. Ouais. Alors, c'est vrai que cette identification, elle est effectivement forte. Ouais, ça te parle? Oui, non, mais clairement, où
où je me suis dit à plusieurs reprises que tu vois le travail, tout ça, c'était une partie très fondamentale de ma vie. Et effectivement, c'était quelque chose qui était devenu tellement important il avait fini par me définir dans une certaine mesure. Ouais. C'est une question intéressante de dire qui suis-je en dehors de mon entreprise. C'est je note. Tu as apporté encore des bonnes questions, Yoni. Ah ouais, ça s'arrête pas, quoi. L'idée de ce podcast, c'était de parler de sujets qui m'intéressent, qui intéressent les personnes que je fais venir, et puis écoute, ma foi, qui même me suivent, et puis ceux qui ça plaît pas, c'est pas grave. C'est vraiment c'est un projet plaisir, donc. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est hyper intéressant. Je peux me permettre là de Mais bien sûr. Tu dis qui même me suivent, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Je pense que ça c'est un état d'esprit qu'il est bon de cultiver professionnellement mais aussi personnellement. Je pense qu'un écueil dans notre société judéo-chrétienne moderne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde et d'essayer d'être gentil, comme je disais tout à l'heure. C'est de croire que je dois satisfaire les besoins de l'autre pour pouvoir être aimé. Et je parle de ça parce que concrètement c'est ma vie, hein, c'est mon parcours, c'est mon chemin d'avoir été comme ça longtemps et de tâcher de me libérer de ça et de tâcher d'aller vers une posture qui consiste plus à dire, comme tu viens de le dire, en fait je m'en fous, voilà qui je suis, je donne 100% de qui je suis le plus honnêtement possible, t'aimes pas, et au final, c'est neutre pour moi. Parce que je vais pas chercher mon bonheur ou ma sécurité affective dans le retour que tu vas potentiellement me faire. Je suis sécure tout seul. Ouais. Et c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à ressentir. Surtout quand on a une personnalité plutôt comme la tienne, people pleaser un petit peu. Enfin, tu vois, tu es le gentil. J'en ai une comme ça à la maison, tu vois. C'est une croyance identitaire. Faut être gentil. Exactement, voilà. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est peut-être plus dur pour une personnalité comme la mienne ou celle de ta compagne que pour toi, ou peut-être tu n'as pas ce moteur interne là, et pour toi c'est pas grave d'affirmer son opinion, même si elle plaît pas aux gens qui sont autour de la table. J'ai plutôt été béni avec une personnalité rebelle et individualiste. J'ai pas trop faire les choses, tu vois, comme la moyenne des gens le font. Et en fait, j'ai souvent pas trop peur de me retrouver tout seul. Et ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, quand j'ai commencé le parcours entrepreneurial public entre guillemets, tu vois, à faire des vidéos sur YouTube ou des trucs comme ça, j'ai hésité, tu vois. Je me suis dit, il faut quand même que je tienne un discours convenable, etc. Tu vois, il y a une image à renvoyer. Et en fait, assez vite, j'ai eu la chance de rencontrer 2-3 personnes qui m'ont dit, écoute, la création de contenu, c'est quelque chose de très dur. Si tu veux réussir, il faut tenir dans la durée. Et tu pourras jamais tenir dans la durée si tu n'es pas toi-même. Il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui vont t'aimer. Et tu pourras rien, pour les gens qui vont pas t'aimer, tu pourras rien faire. Donc, en fait, sois juste toi-même. Et les gens à qui tu conviens, ils adhéreront au truc. Et tu vois, je me suis dit, ok, allez, let's go, tu vois, je vais être moi-même. Et puis, tu vois, j'étais toujours assez cash, très franc, dire des gros mots, des trucs comme ça. Tu vois, ça ne se faisait pas. On m'a reproché. On dit, mais c'est pas normal et tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens que je rencontre, justement, ce qui viennent saluer, ils me disent, on sent que c'est authentique. Tu vois, ils me disent, on sent que quand on te voit, on sent que c'est une vraie personne et pas un acteur devant une piscine qui est en train de t'expliquer comment faire des millions. Et au final, c'est intéressant de voir que cette démarche d'authenticité que tu as évoquée au tout début de l'épisode, elle finit par être saluée. Absolument. Ce que tu as dit, c'est vraiment à garder en tête. Je pense que c'est très très important. Dites-vous bien que de toute façon, vous ne plairez jamais à tout le monde. Ça n'est pas possible. Et c'est une vraie entrave, je trouve, encore une fois, à la liberté, sans vouloir trop insister là-dessus, mais en tout cas, c'est une vraie entrave à sa propre réalisation, à son propre bonheur, que de se dire, il faut absolument que j'étouffe certaines parties de mon être pour pouvoir plaire au plus grand nombre.
en fait, je pense que ça Et engendre. surtout, ça ne tiendra pas, comme tu l'as dit. Tu ne pourras pas tenir la durée en portant un masque dans lequel tu ne nourris pas tes propres besoins. Et ce que je voulais ajouter, c'est ça, et c'est ce que je disais effectivement en introduction de l'épisode quand tu me demandais qu'est-ce que tu vas apporter. Je vais apporter, et nous apportons là un discours de d'honnêteté radicale. Voilà. On dit les choses, on n'a pas peur de raconter notre vie et on va pas essayer de porter un masque ou de faire croire qu'on est quelque chose de plus, enfin quelqu'un de plus ou moins ce qu'on est réellement, tu vois. Et ce faisant, on émet. Tu vois, c'est comme à la radio, t'émets sur une certaine fréquence, tu vois. Bah là, on est en train d'émettre sur la fréquence de l'authenticité. Et cette fréquence-là, elle fait du bien. Elle fait du bien. Quand t'entends, même si tu le vois pas, t'entends quelqu'un qui est en train de parler et ça sonne pas juste parce que il y a quelque chose, tu sais pas, mais ça sonne pas juste, ça fait pas du bien. Quand t'as la télé, t'écoutes un homme politique et que tu sens que voilà, ça fait pas du bien. C'est exactement l'idée que j'avais en tête en plus quand c'est ça. Et peu importe ce qu'il est en train de dire, tu sens que ça sonne pas juste. En revanche, quand t'as quelqu'un qui te parle avec le cœur, dans une forme de pureté et de sincérité, mais quoi qu'il te dise, tu peux ne pas être d'accord, mais tu vas quand même te sentir bien, ça va quand même t'envoyer, te mettre dans une énergie qui est porteuse. Et il y a, j'écoutais un interview d'un mec qui s'appelle Rick Rubin, c'est un grand producteur de musique qui a produit des groupes très connus. Je veux pas tenter de citer les noms parce que je vais me tromper, mais c'est des groupes très connus. Et ce gars-là, dans cet épisode, il raconte que ce qu'il invite ces artistes à faire, c'est à produire non pas quelque chose qui va plaire, mais quelque chose qui leur plaît. Et à se connecter autant que possible à leur cœur, à leur trip, à ce qui leur plaît à eux, que à la fin du morceau ils sont en pleurs tellement ils trouvent ça beau, et peu importe l'accueil du public. Et ça rejoint ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que de toute façon, ta musique, la chanson que tu vas créer, elle ne va pas plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Et donc, si ton seul indicateur de réussite, c'est le nombre de personnes qui aiment ta chanson, tu vas nécessairement être déçu. En revanche, si ton indicateur, c'est le plaisir que tu prends à toi le faire et ensuite l'écouter, eh ben ça c'est quelque chose qui va te mettre en joie dans la créativité, voilà, et qui va t'amener à émettre sur une fréquence qui plaît à plus de monde. Ouais. Tu sais, j'ai aussi un exemple. On parlait juste avant l'épisode que j'ai écrit un bouquin sur l'activité de marchand de biens immobiliers qui va sortir début 2025 et donc ça passe par une maison d'édition. Et moi, j'ai écrit le bouquin un peu comme je parle, donc je peux m'exprimer très bien, mais je peux aussi utiliser des expressions, tu vois, familières, vulgaires, etc. Et elle m'a repris sur énormément de choses. Et vraiment, ça a été une lutte, tu vois. Et à la fin, je lui ai dit, mais non, je ne changerai pas ces trucs-là. Enfin, je ne changerai pas. C'était pas des propos insultants, tu vois. C'était pas injurieux. Il y avait rien de grave, quoi. C'était des gros mots, tu vois. Mais il y avait pas de quoi tomber à la renverse, quoi. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, il y a des gens, ça va les choquer. Je lui dis, mais alors? Tant mieux. Je lui dis, mais et alors? Je dis, mais ça va choquer combien de personnes? 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes? Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, quoi? Mon Dieu, ça va choquer des gens. Je dis, vous savez quoi, mais je préfère que ça choque des gens plutôt que tout le monde lise ce bouquin en se disant, mais on dirait un fromage blanc 0%, c'est d'un ennui mortel et on se fait chier, quoi. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est la clé de la création de contenu. Hein. N'essaie pas de faire un truc tiède. Fais un truc clivant, qui sera dégueulasse pour certains, mais excellent pour d'autres. Ouais. Chez tes clients, chez les personnes que tu accompagnes, est-ce que justement tu as pas un process, mais ou une méthodologie pour les aider justement à assumer leur personnalité, à assumer leur unicité et à rentrer justement plus dans une démarche authentique? Alors je te demande pas de nous livrer ta secret sauce, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment là pour le coup pour les personnes qui vont entendre et qui vont se dire, ah ouais, mais ok, bon, moi je veux bien, mais je sais pas comment faire, tu vois. Ok. Alors on peut parler de dépolarisation. Ouais. La dépolarisation, c'est un exercice mental qu'on peut faire facilement sur n'importe quelle question, et ça consiste à aller visiter tout ce qu'on regarde pas habituellement.
Et on a reçu, excuse-moi, je t'interromps, moi j'ai reçu Pierre David dans ce podcast. Il y a 3 épisodes. Non, mais c'est ok, tu peux en reparler. Non, mais c'est génial parce que du coup, on peut renvoyer les auditeurs vers. Voilà, Pierre David, c'est Monsieur Dépolarisation en France, donc c'est lui qu'il faut écouter. On vous invite à aller réécouter plus si vous voulez en apprendre plus sur la dépolarisation, l'épisode avec Pierre David. Mais vas-y, je te laisse. J'imagine que ça doit être passionnant. Ouais. Et du coup, alors c'est pas facile de passer derrière lui parce que nécessairement, moi, ce que je vais faire, s'il m'entend, il va dire, oh, attends, il écorche ma méthode. Mais en gros, admettons, prenons un comportement. Tiens, donne-moi un exemple de comportement que je veux. Dont je voudrais me débarrasser ou que je voudrais renforcer. Ah bah je veux pas, je sais pas, je veux pas assumer telle ou telle partie de mon identité parce que j'ai peur de la réaction de mes amis. Ok. Donc ok. Donc par exemple, je veux pas. Alors je vais faire peut-être même mieux. Je veux pas me lancer parce que je veux pas me lancer en tant qu'indépendant parce que j'ai peur de décevoir mes parents parce qu'ils avaient des attentes que j'ai une carrière. Ça, je sais que c'est des trucs qui sont très fréquents. Ah ouais, exact. Ok, bien vu. Bon voilà. Donc prenons ça. Le concept de la dépolarisation sera d'aller voir. Donc, dans ce comportement, a priori, je vois plutôt d'aspects négatifs. Si je me lance en indépendant, mes parents vont être déçus, vont penser qu'ils vont payer des études pour rien, ils vont penser que, etc., etc. Donc, j'ai toute une liste d'éléments négatifs qui m'apparaissent facilement aux yeux. Et si je te demande de lister 10 points, tu vas facilement le faire. L'idée de la dépolarisation, c'est que tout est équanime, tout est à l'équilibre sur Terre, et que donc, si ça existe, l'opposé existe aussi. Donc, on va aller regarder en faisant une liste de 10 avantages de devenir indépendant. Donc, je vais te proposer en séance de coaching, par exemple, vas-y, prends une feuille et un crayon et donne-moi 10 avantages. Alors, tu vas mettre 1, 2, 3, puis finalement, tu vas voir que ça vient. Et puis, ensuite, je vais te proposer d'aller visiter les avantages de chaque avantage. Donc, on prend le premier point et puis on va voir c'est quoi les avantages de ça. Ah, et puis on peut aller au 3e niveau. C'est quoi les avantages, désavantages de ça, tu vois? Et en fait, on va venir charger émotionnellement l'objet en l'occurrence, donc se mettre en tant qu'indépendant, jusqu'à ce qu'il y ait un moment on appelle ça le collapse. C'est un moment où en fait, dans ta tête, d'un coup, ça fait wow. En fait, il y a autant d'aspects positifs que négatifs. J'avais juste pas regardé. Mais en fin de compte, l'histoire que je me racontais qui disait que c'était négatif, je peux tout à fait me raconter une autre histoire qui dit que c'est positif. Et elle est tout autant vraie, elle est tout autant juste, elle est tout autant possible. Et à partir du moment où je comprends ça, que je comprends que dans chacune de mes actions, de mes pensées, de mes comportements, il y a autant de mal que de bien, eh ben, ça fait du bien, ça enlève de la pression. Ouais. Et par extension, on en arrive à ne plus parler d'émotions positives et négatives, parce qu'en fait, l'émotion négative, elle est tout autant positive que l'émotion positive et négative. Trop bien. On vous invite à faire ce boulot qui est effectivement qui est très très constructif et qui est assez simple, hein, au final. Enfin, dit comme je le dis moi, oui, c'est-à-dire voilà, c'est une version édulcorée de la vraie méthode, mais il est assez simple de prendre un papier, de tirer un trait, d'écrire tout ce qui me fait peur parce que ça c'est facile, et en face d'écrire tous les bénéfices de ça, et puis les bénéfices des bénéfices. Je vais changer un petit peu de sujet. Enfin, je vais passer à autre chose si tu veux bien. Et te poser une question, c'est est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti particulièrement libre? Oui, à chaque fois que j'ai pris une grande décision qui était des changements de parcours. Ces grandes décisions, c'est par exemple celle de quitter le salariat. Donc typiquement ce dont on était en train de parler, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit j'envisage de quitter mon emploi de salarié, CDI, pour me mettre à mon compte, monter une boîte. Je sais plus exactement comment ça s'est fait parce qu'il y a eu plusieurs étapes, mais et en fait, ces moments-là de décision qui demandent du courage, quand tu traverses ce moment de courage émotionnel, tu ressens. Enfin, j'ai ressenti moi une très grande liberté en me disant waouh, je peux faire ça, c'est-à-dire je peux tout faire en fait. Trop bien. Merci pour le partage. Et toi, c'est quoi, toi, l'exemple que tu donnes quand on te pose cette question? Moment, alors personne ne me l'a posé.
Bah, je te la pose. Un moment de ma vie où je me suis senti particulièrement libre. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Alors, je pense que souvent dans des expériences de voyage et des expériences notamment de nature. Tu vois, notamment un voyage que j'ai pu faire en Amérique du Nord en 2022, où là, tu vois, on a pu expérimenter vraiment, tu vois, être dans des espaces incroyables. En plus, là, il y a un côté un peu dans certains paysages qu'on peut voir là-bas, une espèce d'impression d'infini, en fait, et qui te submerge, en fait. Et où en fait il y a une espèce de dissolution de l'ego, en fait, où tu ne fais plus que contempler ce qui t'arrive, et donc ça c'est vraiment chouette. Et je peux aussi, enfin, par exemple, les expériences qui peuvent m'amener à ressentir une grande liberté, c'est quand j'arrive à mettre le doigt sur un principe de fonctionnement mental ou autre, enfin en tout cas un principe de fonctionnement. J'arrive à le comprendre, j'arrive à comprendre pourquoi il est là, et je comprends maintenant comment l'utiliser ou m'en débarrasser si je n'en ai plus besoin, ou en tout cas je ne le subis plus. Et ça, je trouve quand une personne arrive à comprendre son mode de fonctionnement et qu'elle est plus dans une espèce de pilote automatique, tu vois, qu'il des fois l'amène à percuter des obstacles et des murs, et ben ça fait une sensation de liberté. Ouais, merci Yoni, parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est pour moi c'est vraiment la quintessence, c'est ce dont je tentais de parler tout à l'heure quand je citais Viktor Frankl. Pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est d'avoir la flexibilité dans la façon dont je regarde les choses, la façon dont je regarde comment je fonctionne. Si je suis capable à chaque instant de voir comment je fonctionne et de choisir au moins une autre façon de regarder, ça veut dire que je suis libre. Et ça veut dire que je peux me changer à chaque instant. Je suis pas coincé, je suis pas le propre geôlier de ma propre prison, quoi. Le geôlier de ma propre prison. Je suis pas coincé, je veux pas devenir un vieux con inflexible qui a les mêmes idées depuis 40 ans, qui dit, ah, moi, je pense comme ça depuis 40 ans, je vais continuer à penser comme ça. Voilà. Et c'est lui C'est pas maintenant que je vais changer. C'est pas maintenant que je vais changer. Et pourtant, il peut être milliardaire, le mec, hein. Donc, voilà. Et c'est la plus grande liberté, c'est ce que tu viens de dire. Si tu pouvais changer une loi ou un principe social qui limite la liberté, qu'est-ce que tu changerais? Je vais parler du principe de cohérence. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est inculqué dans notre société judéo-chrétienne dès le plus jeune âge. Je pense à l'école. Il faut être cohérent. Ah, mais attends, t'as dit que t'aimais le bleu, que ta couleur préférée c'était le bleu, donc là, il faut choisir le bleu. Parce que si d'un coup tu prends le vert, ça veut dire que t'es pas cohérent quelque part. Tu vois? Et c'est bon, là, c'est un exemple un peu pourri, mais on peut trouver des meilleurs exemples de ce principe de cohérence qui fait que il est enfermant. Ah bah t'as fait toutes ces études, c'est pas maintenant pour devenir artiste. Exactement, super exemple. Exactement. T'as quand même pas fait tout ça pour en arriver là. Ouais, c'est ça. T'es pas resté aussi longtemps avec cette personne pour finalement te séparer d'elle alors que tu viens de demander en fiançailles. Et en fait, ce principe de cohérence, pour moi, il est enfermant. Et il nous prive d'une grande liberté, qui est la liberté d'être parfaitement incohérent. Et que pour moi, la seule cohérence qu'on doit aller chercher dans la vie, c'est surtout pas la cohérence avec ce que pensent les autres ou ce que la société attend de nous, parce qu'en plus, on l'a vu, on ne peut pas contenter tout le monde. C'est la cohérence avec nous-mêmes. C'est notre propre cohérence avec qui nous sommes. Si je suis changeant, si j'ai une émotion qui me fait changer d'avis et que je ne suis pas ce nouvel avis, je suis incohérent. Je suis cohérent aux yeux des autres parce que j'ai gardé le même avis, mais je deviens incohérent avec moi-même. Ouais. C'est là où souvent ça commence à aller pas bien, antidépresseurs et compagnie. Et voilà, et si on tire le trait, effectivement, là je commence à porter un masque, donc je commence à marcher à côté de mes pas, et donc ça m'amène dans le mur. Et tu vois, j'avais donné cet exemple un jour, et ça avait fait réagir, je me rappelle, c'était une table d'entrepreneurs, et puis je disais, voilà, admettons, j'ai besoin de quelqu'un vienne m'aider avec une échelle pour peindre un mur. Et donc j'ai mon voisin qui me dit, ouais, bah ok, bah demain je viendrai avec l'échelle pour t'aider à peindre.
Et puis finalement, il vient pas. Et je peux me dire, ah ben, c'est vraiment un con. Il est incohérent. Il m'a dit qu'il venait, il vient pas. Je peux vraiment pas compter sur lui. Mais je peux aussi dire, ah, ben, merci à lui de pas être venu, parce que ça veut dire qu'il l'a pas senti. Il s'est écouté, il est cohérent avec lui-même. Et peut-être que s'il était venu, il serait tombé de l'échelle. Ou je serais tombé de son échelle. Tu vois? Et en fait, les deux histoires existent. Et laquelle j'ai envie de faire vivre? Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter? Parce qu'il s'écoute, il l'a pas senti, il est pas venu? Ou est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux pas compter parce que il a été, entre guillemets, incohérent, il m'a dit A, et puis finalement il a fait B, il m'a dit blanc, il a fait noir. Moi, je choisis de mettre en avant la cohérence avec soi-même, quitte à paraître incohérent aux yeux des autres. Toujours pour rester dans ce concept d'intégrité, de transparence, de sincérité. Ok. Je vais te demander 2-3 références culturelles parce que toi, je sais que t'es bon en références. Je me rappelle que tu m'avais donné 2-3 refs de podcasts que j'ai amené avec moi justement en Amérique du Nord. Alors comme j'ai fait énormément d'heures de route, il y a plusieurs épisodes que j'avais réécoutés. Il y avait un podcast avec Mo Godat notamment qui parlait du bonheur. J'ai acheté ses bouquins depuis. La formule du bonheur. Exactement. Ouais. Qu'on peut rappeler d'ailleurs au passage la formule du bonheur parce qu'elle est simple, elle fait du bien. Le bonheur, c'est ce que je vis moins ce que je pensais que j'allais vivre. Et donc le sous-jacent de ça, c'est, et il n'y a pas que lui qui le dit, Eckhart Tolle le dit aussi, c'est moins tu as d'attentes et plus tu vas apprécier le moment, et donc tu peux être heureux. Est-ce que tu as des refs justement culturels? Alors, ça peut être n'importe quoi, des trucs de musique, je sais pas, un truc de danse, ça peut être des bouquins, ça peut être un film. Vraiment le truc, tu vois, les trucs qui t'ont un peu marqué, qui t'ont fait vibrer, et tu dis bah ça vraiment, les gars, si vous l'avez pas vu ou pas entendu, il faut le faire. Alors attends, déjà moi il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Frank Lopvet. Ouais. Tu connais Frank Lopvet? L-O-P-V-E-T pour ceux qui. Voilà, L-O-P-V-E-T. Donc c'est un penseur. Il a toujours du mal à poser des mots sur lui-même, donc je sais pas trop moi non plus en poser, mais enfin, c'est un mec qui dit des choses et il fait du bien. Voilà. Et donc faut regarder ses vidéos, ça fait du bien. Ou écouter ses podcasts. On va l'inviter. Ou l'inviter. Ouais, tu peux essayer de l'inviter carrément, ça serait génial. Mo Gaudat. Alors ça, c'est quoi? C'est G-A-W-D-A-T, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Et son prénom c'est M-O. Donc il a écrit le bouquin qui s'appelle La formule du bonheur, qui a été traduit en français et que je recommande vivement aussi parce que pareil, ça fait du bien de prendre de la hauteur sur ces sujets et de prendre conscience de comment on s'empêche nous-mêmes d'avoir du bonheur en étant toujours dans l'instant d'après et en ayant des attentes trop élevées. En termes de podcast, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Alors, ce sera plus pour nos amis les hommes. C'est un podcast sur le masculin conscient, l'éveil du masculin, de Chris Audrey. Donc c'est le mari. Comment? Chris. Attends, comment il s'appelle en vrai? Enfin, en vrai. Chris Aud, A-U-D. Chris et plus loin A-U-D. C'est le mari de Chloé Bloom. Ok. Ah bah oui, on connaît. Tu connais Chris? Donc moi je le connais très bien aussi et je fais partie. Donc il a créé des cercles d'hommes dont je fais partie. Donc concept du cercle d'hommes. Je vais pas le développer maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en gros voilà, ça fait du bien. C'est vraiment pour les hommes qui nous écoutent. Allez explorer ce monde du masculin conscient. C'est un monde qui fait du bien pour nous et aussi pour les femmes. Ouais, bah c'est déjà pas mal en fait. Je peux m'arrêter là. Musique. Ouais. Alors, ouais, mais moi j'ai des goûts bizarres. Hein. Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète. Moi, il va m'en falloir beaucoup pour me choquer. Ok. Enfin, c'est pas choquant, mais moi ce que j'aime c'est la trance organique. Ok. Donc, je sais pas si ça te parle. NTO par exemple. NTO. Alors avec N comme Nadine. Ou... Ouais, NTO, c'est un groupe, c'est un français. French 79, pareil. Je connais pas du tout, je vais tout de suite aller écouter. Je t'invite. Après, c'est ce que j'aime et j'écoute énormément de musique dans ce style-là. Olivier Koletsky. Donc c'est K-O-L-E Koletsky, K-O-L-E-T-Z-K-I, je crois. Ouais, ok. Après, il y a eu beaucoup de choses, mais
Bon, ça fait déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà pas mal. En fait, et donc, ce qui est intéressant, tu vois, il y a un sujet. Non, je vais pas ouvrir ce sujet. Il est trop. Non, il est trop. Il est trop. Maintenant, t'es obligé de l'ouvrir. Ah, je suis obligé. Ok. Ah Non, bah non, oui. non, c'est une pente glissante. C'est une pente glissante. Ok, bon. Mais j'allais, tu vois, faire un parallèle entre la musique et la psychologie, mais en fait, et il y a des gens qui ont fait ça bien mieux que moi dans des livres et dans des audios. Je veux pas prendre le risque tu sais, de dépeindre ça d'un 3 coups de pinceau là, un peu dégueulasse. À Mais l'arrache. Ok. en tout cas, la musique, ça fait totalement partie de ma vie. Et je pense que c'est un très bon moyen de s'accompagner soi-même et d'accompagner nos émotions. Tu vois, quand par exemple on est un peu triste, ça peut arriver, tu vois, t'es un peu triste, un peu fatigué, machin. Un réflexe pourrait être d'aller vers une musique plutôt dans la joie et dans le feu pour, tu vois, te rebooster. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ben, fais l'inverse. Mets-toi une musique triste. Mets-toi la petite chanson qui te crève le cœur et qui te fait pleurer pour aller vivre cette émotion à fond. Va vivre cette émotion. Il faut pas avoir peur de vivre les émotions. Tout comme on n'a pas peur dans la joie de rire et de rire et de rire. Il faut pas avoir peur dans les pleurs d'être malheureux, parce que de toute façon, c'est impermanent. Et ça va revenir. Enfin, je veux dire, on va remonter ou on va redescendre. Enfin, on va continuer de faire des mouvements. Donc, il faut pas avoir peur de les vivre parce que c'est quand on les vit pas qu'on les stocke et que ça devient des entre guillemets des traumas, même si j'aime pas trop ce terme freudien, mais Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé qu'on parle et dont on n'a pas parlé aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? on n'a pas tant parlé de rapport à l'argent. On peut en parler. Ouais, je crois que tu aimes bien ce sujet en plus. Il y a moyen que ça nous embarque pour 1 heure de plus, mais on peut en parler. Ah non, on peut complètement en parler. Mais disons que ce qui est intéressant, au final, je m'attendais à ce que tu me poses la question et parce qu'en fait, c'est un truc dont je parle beaucoup avec mes clients. Clairement, Ok. c'est omniprésent. Et on peut passer du temps à en parler, tu vois, d'aller voir comment l'argent est en fait une énergie, etc. Et que le problème, c'est pas l'argent, c'est le rapport qu'on a à l'argent. D'ailleurs, à ce sujet, notre ami, aide-moi, Christian Junot en parle très bien dans son livre Ce que l'argent dit de vous. Pour ceux que ça intéresse, c'est un très bon bouquin à explorer. Mais en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, tu vois, j'ai atteint là une sécurité financière qui me fait beaucoup de bien. Et j'avais l'impression que j'en avais pas besoin. Maintenant que je l'ai, je me rends compte que, ouais, si, en fait, ça fait vraiment du bien. En fait, c'est comme une forme de stabilité que je ressens au fond, où je me dis, bah, en fait, tu vois, tout comme toi, tu disais tout à l'heure, quoi qu'il se passe, c'est bon, ça va pas s'écrouler. Et pourtant, il y a quelques années de ça, je me suis dit, ben, j'ai eu l'impression que j'en avais pas besoin de cette stabilité-là, de me dire, j'ai tant coffret de sécurité, parce que dans ma vie, j'ai connu, donc, comme je te disais, dans ma période de salarié, je gagnais bien ma vie, et après, j'ai connu une période où je suis allé jusqu'au RSA, quoi, tu vois. Ok. Fin de chômage, RSA, tu vois. Donc, touche le RSA, je sais plus, c'est 400, 500 euros, un truc comme ça. Ouais, dans les 500 balles. Enfin, c'est peut-être été revalorisé depuis, mais. Ouais, voilà, mais c'est quand même vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. Et en fait, c'était génial comme expérience parce que ça a été très très dur de descendre en train de vie. Ça a été un mur à traverser que de me dire en fait, je ne suis pas ce que je gagne. Mon statut social, en fait, n'a pas de rapport avec combien j'ai d'argent dans mon compte en banque. Mes amis ne m'aiment pas moins parce que j'ai moins d'argent. Et même, je ne suis pas moins heureux au final parce que cette période où j'étais en couple à l'époque, on a vécu avec peu d'argent. On n'était pas malheureux, loin de là. On faisait peut-être moins de choses, en tout cas des choses différemment. Mais on a ri tout autant, on a joui de la vie tout autant et on était vivant tout autant, tu vois. Et donc d'aller toucher ce fond-là, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a libéré de ce besoin de gagner de l'argent pour exister, pour être reconnu, pour être valorisé, pour pouvoir me dire je suis quelqu'un de bien, d'intéressant, de fort. Et ça m'a aussi libéré sur le côté sécurité. Je me suis dit bah en fait maintenant j'ai plus peur de tout perdre parce que je vois qu'en fait il se passe rien quand je perds tout, quoi.
toute proportion gardée dans mon propos, évidemment, j'avais quand même un toit, j'avais quand même encore des parents, une famille, etc. J'étais pas non plus, il y a encore des strates. Hein. Quand je dis toucher le fond, j'ai mon fond, quoi. Mais bon, bref. Et donc maintenant, bon, ça c'est l'histoire ancienne. 10 ans plus tard, je me retrouve dans une situation où financièrement, là, j'ai jamais eu de toute ma vie autant de revenus. Ouais. Je le vis d'une manière très simple. Ça me met ça me met pas les paillettes en mode aveuglement. Par contre, je vois que ça m'apporte ça et que je pensais que ça le ferait pas, mais ça le fait. Un sentiment de sécurité, voilà, de sécurité, un truc dans le ventre là qui, fou. Ok. Est-ce que t'as envie de gagner plus? Alors oui. Et je vais préciser, j'ai envie de gagner plus, mais pas pour pas pour me payer plus de choses. J'ai envie de gagner plus pour le challenge entrepreneurial. Okay. C'est-à-dire que là, comme je disais avant cet épisode, j'ai monté un business en début d'année. Je me suis associé avec une personne et donc ça a cartonné cette année. Donc l'année prochaine, on veut faire x2. On se met le challenge de faire x2. Ouais. Et l'année suivante, on va encore se mettre le challenge de faire x2, donc de faire x4 en 3 ans. Mais en fin de compte, c'est pas pour pour te dire, j'ai même pas encore touché l'argent de ce qu'on a fait cette année. Et j'en ai pas besoin. Il me sécurise quelque part, il est là, c'est cool, mais j'en ai pas besoin. Donc c'est intéressant. En fait, tu vois, c'est marrant parce que j'ai pas vraiment pris du recul sur tout ça. Je t'en parle là vraiment comme ça vient. Je pense que ça vaudrait le coup que j'en parle à mon coach pour me faire coacher là-dessus, pour aller mettre de la lumière sur ce qui se joue derrière. Je suis pas bien sûr encore. Je vois que ça me satisfait intellectuellement de créer de l'argent avec ce business. Ça me satisfait de me dire, OK, il y a cette somme d'argent qui va venir. En l'occurrence, je pense que je vais l'investir dans l'immobilier, donc je vais te rappeler. Il faut que tu m'aides. Et puis, et ça me satisfait de me dire, l'année prochaine, on va se mettre le challenge d'aller chercher une croissance dans le chiffre d'affaires. Donc, c'est un programme d'accompagnement. Mais je pense surtout à comment on va améliorer l'accompagnement et comment on va aller chercher plus de clients. Je pense plus à ça qu'à l'argent que je vais gagner en fin d'année suivante dans mon compte en banque, quoi. Parce que j'ai souvenir d'une conversation qu'on avait eu, c'était à Paris, dans un dîner du 67, je pense que c'était l'année dernière ou quelque chose comme ça, ou il y a 1 an et demi. C'était il y a 1 an et demi en avril 2023, je crois. Où on en avait parlé, et si t'es pas OK, on pourra couper ce passage. Ouais. Où ça te challengeait socialement de pas, enfin moi je me rappelle que tu me parlais du fait de pas avoir réussi à avoir un certain statut socio-économique, comme c'était une certaine souffrance, en relation aussi avec, enfin qui était dans un contexte de relation de couple qui te challengeait, puisque tu avais une partenaire qui était qui venait d'une famille très aisée, et toi ça te renvoyait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du complexe en tout cas. Enfin moi c'est comme ça que je l'avais interprété. Ouais, ok, je me rappelle très bien cette conversation, c'est très intéressant. On peut en parler, il y a aucun souci. Alors, ouais, le contexte c'est que donc j'ai eu une relation avec une personne qui fait partie d'une des 10 plus grandes familles de France. Donc on parle d'un niveau de richesse qui pour le commun des mortels est difficile à comprendre. Voilà. Donc il y a même plus vraiment de notion d'argent en fait quand on arrive dans ces niveaux-là. Voilà. Tu vois, t'as suffisamment d'argent pour faire vivre 10 générations derrière toi, quoi. Même si t'en gagnes plus à partir de maintenant. Tu vois le truc. C'est ce qui est généralement décrit comme les personnes qui sont hors sol. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le hors-sol, après, c'est là que c'est intéressant. C'est pas la quantité d'argent qui te met hors-sol, c'est la relation que tu as avec cette quantité d'argent. Et je trouve que pour elle, c'était pas un sujet. Donc, c'est une personne que tu croises dans la rue, tu peux absolument pas le savoir. Et c'est pas genre, j'essaye de le cacher. C'est genre, je m'en fous, en fait. C'est une artiste et c'est marrant que je mette le mot artiste sur elle. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, ça va bien dans le discours. Donc, disons, voilà. Tu vois, ce côté, en fait, elle s'en foutait total. Donc, mais moi, ce qui a été hyper challengeant pour moi quand je suis entré dans la relation, c'était à peu près 9 mois ou 1 an avant qu'on ait cette conversation. Et c'est, je pense, ça que je te racontais, c'est que j'avais beau avoir déconstruit ma vision de l'homme et de la femme, j'avais beau avoir dit dans ma relation précédente, ah non mais moi j'aurais aucun problème à être homme au foyer. En fait, quand ça m'est arrivé,
j'ai balisé grave. Et je me suis retrouvé en prise avec des émotions, mais vraiment grégaires, dans le bide, qui me disait putain, mais à quoi je sers dans le couple? À quoi? Mais et un soir au restaurant, c'était un des premiers moments, c'était les premières semaines. Hein, je lui dis, mais en fait, voilà, ça me crée une peur parce qu'en fait, j'ai l'impression que je me dis à quoi je vais te servir dans le couple. Si je ramène pas l'argent, quoi, tu vois, c'est fou. Et je voyais en le disant le ridicule du truc. Et d'ailleurs, ça l'a fait éclater de rire. Mais je le ressentais, tu vois. Et donc, ça a pris quelques temps, quelques mois, et on a discuté jusqu'à ce que je dépasse ça. Et que j'aille trouver, un peu comme on disait tout à l'heure, que j'aille trouver ma valeur, non plus dans l'argent que j'apportais dans le foyer, mais dans autre chose. En fait, ma valeur, elle n'est pas reliée à une quantité d'argent. Tout comme quand je suis entrepreneur, ma valeur n'est pas reliée à l'entreprise que j'ai. Ma valeur, c'est moi. Et donc, c'est important de faire ce distinguo. Donc voilà, donc j'ai traversé ça et ça m'a beaucoup appris. Ça a été beaucoup plus challengeant que ce que je pensais. Et encore par la suite, hein, mon rapport à l'argent, moi, il était plus complexe que le sien, hein, clairement, parce que il y avait une fierté que je ressentais une fierté d'être à ses côtés. Je ressentais une fierté de pouvoir me dire, ben, dans notre vie, on va avoir énormément d'argent. Je ressentais une fierté de me dire, ben, je vais avoir accès à des niveaux sociaux auxquels je n'ai pas accès. Donc c'est comme tu sais, ça porte un nom quand tu changes de catégorie socio-professionnelle. Là, j'ai pas le nom, mais ça porte un nom. L'ascension sociale. Ouais, l'ascension, mais il y a un autre mot un peu plus technique, mais en gros, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est pas si facile de changer de statut social. Donc, c'était ça aussi, la promesse de tout ça. Donc c'était, ouais, c'était des moments, très, très intéressants, et très challengeants, et très beaux, et très tout ça. Et bon, au final, la relation s'est terminée. Est-ce que le sujet de l'argent a joué un rôle? Aucun. Ok. Absolument aucun. Et, non, ça s'est terminé pour autre chose. Et ça, c'est pour le coup un autre sujet, mais je pense que c'est pas le thème du jour. Non, pas du tout. Ok, ouais. Ça marche. En tout cas, ouais, le rapport à l'argent, il est, enfin, ça vient toucher tellement de choses chez nous, des peurs qui sont tellement primaires, d'abandon, de mort, de trucs. Enfin, c'est toujours très, très, très intéressant d'aller l'explorer en fait cette relation. Et je vais ajouter quelque chose, si tu me permets, parce que tu disais, ouais, dans cette conversation, tu avais senti quelque chose de l'ordre du complexe. Et je pense que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que, tu vois, dans le monde de l'escalade, t'as déjà fait l'escalade? Non, j'ai très peur des hauteurs. Non, c'est pas mon truc. Bon, bah, dans le monde de l'escalade, si tu veux, t'as une échelle de cotation. Donc, tu vas dire, je grimpe du 5, je grimpe du 6, ou je grimpe du 7, etc. Ça monte jusqu'à 9. Ouais. Et donc, quand tu es dans une soirée entre grimpeurs, c'est comme si d'un coup, tu sais, t'as un peu les blasons, quoi. Tout le monde regarde. Alors toi, tu grimpes ça, toi, tu grimpes ça. C'est un peu le sujet de fond. Parfois, tu le dis pas, mais tu le devines à la façon de se tenir, à la façon de parler, aux fringues, etc. Bon, tu vois le genre. Tu prends une soirée d'entrepreneur, c'est la même chose sur le chiffre d'affaires. Ouais. C'est-à-dire que dans une soirée entrepreneur, c'est comme t'as une petite bulle au-dessus de chacun et dedans il y a un chiffre d'affaires, quoi, tu vois. Et tout le monde se regarde ça. Mais les gens, à un certain niveau, les gens n'en parlent plus, ils se le disent plus, mais bon, ils se regardent, tu vois. Et donc donc ça c'est une réalité de laquelle on essaie de sortir quand on a passé un certain stade. Et déjà quand on comprend que parler de chiffre d'affaires c'est couillon et qu'il faudrait mieux parler de revenus ou des bidas, ou différentes choses. Et puis voilà, je pense qu'après il y a des strates, tu vois. Quand t'es entre 0 et 100 000 de chiffre d'affaires, quand t'es en dessous du million, quand t'es entre 1 et 10 millions, etc. Et puis tu vois, les poches sont de plus en plus larges. Mais néanmoins, ce soir-là, quand je te parlais de ça, je pense qu'il y avait quelque chose qui se jouait pour moi, qui était que parfois je pouvais me retrouver dans des soirées d'entrepreneurs. Et de sentir, ou en tout cas de projeter un jugement de la part d'autres personnes qui étaient là en présence, de se dire, de penser à mon égard, bon bah lui, il est coach business, travaille à son compte, il doit pas gagner grand chose. Ok. Voilà. Et ça venait me chercher. Okay. Et je pense que si je suis honnête, ça fait partie des moteurs qui m'ont donné envie de recréer un business en ligne, parce que quelque part, en étant
coach, je travaille sur le business de mes clients, mais j'avais plus de business à moi, à part le simple fait de me vendre en prestation. Ouais. Et donc le fait de recréer un business, quelque part, c'est comme ça me revalide, ça redit de moi que je suis un entrepreneur, et on peut à nouveau mettre un chiffre d'affaires, tu vois. Voilà. Et donc de nouveau, toi aussi, ta petite bulle qui va bien au-dessus de la tête. Ouais. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé, je crois, au début. Hein, je te l'ai dit off quand on a démarré ou pas. Oui. Je crois. Hein, voilà. Je t'ai dit parce que au final, tu vois, c'est quelque chose qui marque ces 18 derniers mois. Ouais. Mais tu m'as parlé de revenus pour le coup. Voilà. Et je parle de revenus, pas de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, parler de chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Ça n'a pas beaucoup de sens, ouais. Et en parlant de revenus, clairement, j'ai un revenu qui est bien plus élevé que beaucoup de mes clients. Ouais. Alors que j'ai un chiffre d'affaires beaucoup plus petit. Ouais. Voilà. Et donc c'est intéressant. Et je vois aussi qu'avec certains de mes clients, enfin c'est plutôt avec certains de mes prospects, ça les rassure de voir que j'ai un business, que je fais des chiffres d'affaires, que j'ai une équipe, que je tu comprends les codes, tu comprends le langage, quoi. Ouais, que je le fais, voilà, ouais. que je le pratique. You walk the talk. I walk the talk, c'est ça. Voilà. Trop bien. Bah écoute, ça me paraît super pour terminer, si ça te convient. Mais on peut terminer, ça me convient, c'est passé vite. Je te remercie pour ces questions challengeantes. Bah avec grand plaisir. Et si on veut alors justement, si les personnes veulent entrer en contact avec toi, quel médium veut-il mieux privilégier? Je suis sur Instagram, mon nom c'est Fabien Matte, M-A-2-T-E. Je suis sur LinkedIn sous le même nom, Fabien Matte, M-A-2-T-E. Voilà. J'ai un podcast qui s'appelle Croissance, dans lequel je partage des pensées, des outils, des réflexions. Ça dure rarement plus de 10 minutes, parfois c'est 2-3 minutes. C'est vraiment des réflexions. Voilà, podcast Croissance. Voilà. Sache que ce podcast a failli s'appeler Croissance. C'est vrai? Excellent. Je te jure. Ok. Eh ben écoute, Fabien, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller le voir et à suivre ce que Fabien fait parce que je vous dis c'est super et ça vous apportera énormément. À bientôt, Fabien. Merci, Yoni.